Oui, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est là? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a fait hier? Pas de questions? Bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. Donc, hier, nous avons donc vu les notions d'effet d'échelle. Voilà. Nous avons commencé à regarder le problème mécanique, notamment quelle est l'évolution de contraintes autour de la galerie lors du creusement. Voilà. Et donc, nous avons insisté sur la notion de concentration de contraintes. Voilà. Et notamment, cette concentration de contraintes était pilotée par le facteur K, qui est donc le facteur entre la contrainte verticale et la contrainte horizontale. Voilà. Et donc, pour un état de contrainte initiale géostatique, c'est-à-dire pour K égale 1, le facteur de concentration de contrainte était de 2. Voilà. Je pense que là, jusque-là, d'accord. Alors, donc là, nous sommes à la diapo, combien là? Là, je ne vois pas bien, c'est à la diapo combien ici? 17. À la diapo 17. Alors, à la diapo 17, donc, nous sommes en train de voir donc, maintenant, nous avons étudié l'état de contrainte sur la galerie elle-même. Voilà, c'est-à-dire pour R égale à A. Voilà. Maintenant, nous allons donc étudier l'état de contrainte quand on s'éloigne de la galerie. Et donc là, donc sur la courbe donc, qui est au début de page 17, vous voyez donc sigma R, c'est-à-dire la contrainte radiale et la contrainte la contrainte octaédrique qui évolue en fonction du rapport R sur A. Donc pour l'instant, nous avons fait R égale à A, donc c'est-à-dire R égale à A, c'est-à-dire R sur A égale à 1. Voilà. Et nous voyons donc que à ce moment-là, sigma R va donc de 0 et évolue. Alors ici, nous avons pour K égale à 0,5. Alors nous avons sigma V 100 bar et sigma H 50 bar. Donc on voit que sigma R augmente quand on s'éloigne de la galerie. Voilà. Alors que sigma θ diminue. Voilà. Donc pour tracer ces courbes, il suffit simplement de revenir aux équations qui donnent les contraintes en fonction de R. Est-ce que tout le monde suit là? Est-ce que tout le monde me suit? Oui, papa, vous suit. D'accord. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur, vous suit. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde a compris la courbe de la page 17?
Est-ce que tout le monde a compris la courbe, la page 17? C'est tout simplement la représentation des équations, des contraintes que nous avons montrées hier. Hein? C'est tout simplement cela. Pour un cas particulier où sigma V est égal à 100 bar, K est égal à 0,5 et sigma H égale à 50 bar. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est donc que sigma R augmente quand on s'éloigne de la galerie, alors que sigma θ diminue plutôt. Voilà. Alors donc, les profils de ces contraintes donnent les conclusions suivantes. Pour retrouver le régime initial, hein, c'est-à-dire pour retrouver l'état initial, il faut aller à un certain nombre de rayons de la galerie à partir du centre de celle-ci. Voilà. D'accord? Donc vous voyez que ici, pour ce cas particulier, alors vous voyez ici entrée interrompue. Voilà. Entrée interrompue. Vous voyez donc que il faut que le rapport R sur A soit entre 3 et 5 pour que on suppose que le creusement de la galerie n'a pas perturbé l'état initial de contrainte. Parce qu'au-delà de cette distance-là, on retrouve donc les contraintes initiales. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on dit que pour retrouver le régime initial, il faut aller à un certain nombre de rayons de la galerie à partir du centre. Alors ceci veut donc dire que la zone perturbée par le creusement vaut un certain nombre de fois le nombre de rayons. Alors, pour ce cas précis, la perturbation induite est localisée sur une distance qui vaut 2 fois le rayon de la galerie. Voilà, on en réduit donc le résultat suivant. Si on veut creuser une deuxième galerie, voilà, voisine à celle qui vient d'être creusée, on n'a pas intérêt à se placer dans les zones fortement perturbées. Et donc pour éviter ainsi l'interaction entre les deux galeries, il faut donc protéger chacune d'elles par une zone d'extension égale à au moins 2 fois son rayon. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est le résultat que nous tirons du tracé du graphe. Donc si je prends donc deux galeries ici qui sont voisines, l'autre des rayons A1, l'une des rayons A1 et l'autre des rayons A2, alors la distance entre les deux doit être supérieure à 2 fois A1 plus A2. D'accord? Ok, ça c'est une zone de protection parce que pour la première galerie, la perturbation va aller jusqu'ici. Pour la deuxième galerie, la perturbation va aller jusque là. Donc voilà la zone de perturbation entre les deux. Donc ça c'est un résultat qui découle immédiatement donc du tracé du graphe que nous voulons de voir plus haut. Voilà. Alors, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, pas de questions? Oui? Oui, par rapport au graphe, parce que moi je viens de me connecter là. Par rapport au graphe qu'on vient de faire là. Oui? Oui, par rapport au graphe, c'est-à-dire au graphe de la figure de la page 17, c'est ça? Oui, oui. Oui? Là, j'ai pris le cours en cours, là. Je viens de me connecter là. Ah, vous n'avez pas été au début? La question c'est quoi? Que je réexplique? Oui, monsieur. Vous m'expliquez, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc regardez bien. Voici l'axe des abscisses. Vous voyez là que c'est R sur A. D'accord? R c'est le rayon, la distance entre le point où je cherche l'état de contrainte et le centre de la galerie. Et A, c'est le rayon de la galerie. Donc, quand je suis à R sur A égale à 1, donc c'est le cas que nous avons étudié hier, c'est-à-dire que je suis juste sur la paroi de la galerie.
Et nous avons bien vu qu'à ce moment-là, la contrainte radiale vaut 0. Absolument. Donc là, vous voyez que la contrainte radiale est nulle. Voilà. Alors que la contrainte tangentielle est max. Notamment au niveau de la clé de voûte. Voilà. Et maintenant, pendant que la contrainte radiale augmente, la contrainte tangentielle diminue. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, pour un état de contrainte initiale de sigma h égale à 50 bar et sigma v égale à 100 bar, c'est exactement ça. Vous voyez là où j'ai fait des traits verticaux interrompus. Vous voyez qu'à ce moment-là, sigma r et sigma θ cessent d'évoluer. Ils deviennent constants. Voilà, ils deviennent constants et égales à leur valeur initiale. Donc, vous voyez donc que la vraie évolution, d'accord, des contraintes a eu lieu entre R sur A égale à 1 et R sur A égale à 3. Voilà, c'est pour ça donc on parle de 2 fois le rayon. D'accord? Parce que je suis parti de 1 à 3. Donc 3 moins 1, ça fait bien 2. Donc c'est pour ça qu'on dit donc au-delà de 2 fois le rayon, ok, la zone n'est plus perturbée. Donc l'état de contrainte reste l'état de contrainte initial. Donc ça veut donc dire que le creusement de la galerie n'a perturbé qu'une distance 2 fois le rayon au-delà de la paroi de la galerie. Voilà, puisque là je suis entre 1 et 3, très exactement. Je ne sais pas. C'est bon. D'accord. Ok. Bien, maintenant, donc, s'il n'y a pas de questions à ce niveau, on va donc continuer. Donc, là, le résultat essentiel ici, c'est donc que si on doit construire plusieurs galeries côte à côte, alors il faut respecter une distance de protection. Et cette équation de 2 fois A1 plus A2 provient directement de la remarque que nous venons de faire plus haut. Absolument. Alors, là nous passons donc à la diapo 18. Là je suis depuis le diapo 18. Voilà. Alors, je dis solution en plasticité. Lorsque la résistance de la roche est atteinte, voilà. Alors, par exemple, sigma θA ou bien sigma θB atteint RC, on observe une zone de rupture autour de la galerie. D'accord? Puisque RC est la résistance en compression. Donc, ça veut donc dire que si vous dépassez RC, alors ça veut donc dire que le sol n'est plus en élasticité, on a atteint l'état de plasticité. Absolument. Donc, partout, tous les points qui sont autour de la galerie, pour lesquels sigma θ dépasse RC, on va donc dire qu'on est déjà en plasticité. Le sol s'est plastifié autour de la galerie. Absolument. Le problème ne peut plus être donc traité par l'élasticité et on doit faire appel à la théorie de la plasticité. Alors, supposons qu'on s'appuie sur le critère de Moore-Coulomb. Alors, la résistance à la rupture est égale à RC plus Kp fois Q. Où R c'est donc la résistance à la rupture pour un confinement Q. Absolument. RC, c'est la résistance à la compression hier, des simples. On en a parlé hier en long et en large. Kp, c'est le coefficient de confinement, tandis que Q, c'est la valeur du confinement. Ici, sigma R, donc, représente le confinement Q, tandis que la contrainte tangentielle sigma θ correspond à la contrainte moyenne qui doit être comparée à la résistance à la rupture RR. Absolument. Et on admet alors donc que la plasticité est parfaite, c'est-à-dire que quand le sol atteint la résistance limite, quand on sort de l'élasticité,
alors le seuil reste constant. Donc ça, c'est la notion de plasticité parfaite. Alors, donc là, j'espère que là, tout le monde a quand même fait un cours de mécanique des milieux continus. Vous savez ce que c'est que le modèle d'élasticité. L'élasticité, ça veut dire que dans la courbe contrainte des formations, vous avez une droite. D'accord? Ok. Alors, pour l'élastoplasticité, vous avez une droite suivie d'un plateau qui est horizontal. Donc, c'est ça qu'on appelle donc la plasticité parfaite. Absolument. Alors, on suppose également que la contrainte initiale est géostatique. Géostatique, ça veut donc dire que la contrainte verticale est égale à la contrainte horizontale. Donc, K est égal à 1. À ce moment-là, sigma R est égal à sigma V que multiplie 1 moins A carré sur R carré, tandis que sigma θ est égal à sigma V que multiplie 1 plus A carré sur R carré. Donc ici, on se contente de donner l'épaisseur de la zone plastique ou la rupture ou de rupture qui va se former autour de la galerie cylindrique. Voilà. Alors ça, on peut dire que ça c'est plutôt un résultat empirique. C'est-à-dire que c'est un résultat qui vient de l'expérience. C'est un résultat empirique, c'est-à-dire la zone de plastification. Donc si on appelle RP le rayon de la zone plastifiée, on montre que RP est égal à tout ceci. Donc là, c'est une formule un peu complexe, mais c'est bon. Alors ici, 1 sur Kp moins 1 est en exposant. A, c'est le rayon de la galerie. Sigma V, c'est la contrainte initiale verticale. C, c'est la cohésion. Phi, c'est l'angle de frottement interne de la roche. Voilà. Et P, c'est la pression de confinement ou du soutènement. Voilà. Donc, cette formule-là, on va l'appliquer quand on va faire les TD. D'accord? Quand on va faire les TD, on pourra notamment voir, pour des cas particuliers, quelle est l'épaisseur de la zone plastifiée. Voilà. Cette épaisseur, c'est ça qu'on désigne par E, égale à RP moins A. Voilà, c'est donc l'épaisseur de la zone plastique. Donc c'est là la petite figure que vous voyez ici, c'est là le modèle. Donc vous voyez le rayon initial A, le rayon plastifié RP et donc l'épaisseur de la zone plastifiée E. Alors s'il y a des questions, vous les posez au fur et à mesure. Vous pouvez soit les taper sur la zone texte, soit m'arrêter pour poser la question de façon avec la voix, quoi, d'accord, avec votre micro. Voilà. Alors donc, jusqu'ici, on s'est occupé du calcul des contraintes. Et maintenant, on va avoir donc peut-être l'aspect le plus important de ce cours, c'est-à-dire comment on calcule les déplacements. D'accord? On a calculé là les contraintes. Nous avons là vu toutes les équations qui concernent le calcul des contraintes et donc l'évolution de l'état de contrainte autour de la galerie. Et maintenant, nous allons parler du calcul des déplacements. Et donc, c'est là où nous allons donc parler donc justement, nous allons aborder la méthode de convergence-confinement. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la convergence? Voilà. La convergence, c'est tout simplement la diminution diamétrale, d'accord, de la galerie. C'est-à-dire que quand on creuse la galerie, alors au cours du temps, évidemment, comme il y a des confinements, le diamètre diminue. Donc, la convergence, c'est la réduction radiale du diamètre de la galerie. Alors, le confinement, lui, c'est la pression radiale qui s'applique sur le pourtour de l'excavation. Absolument. En présence d'un soutènement. Voilà. Alors, ça, c'est pour les définitions. Alors, le confinement constitue en quelque sorte le chargement du soutènement, c'est ce que nous disions hier, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de creuser la galerie, en réalité, c'est ça qui constitue le chargement de l'ouvrage, absolument.
Alors, du point de vue du terrain, l'ouverture de la cavité constitue un déconfinement, c'est-à-dire une décompression causée par la présence du tunnel. Voilà. Et ce déconfinement s'amorce bien en avant du front de taille. Alors là, je fais un schéma qui est très très explicite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous voyez donc ici la modélisation du creusement de tunnel en élévation. Alors ici, le tunnel est creusé de la gauche vers la droite. Alors ici, en interrompu, vous voyez le front de taille. Vous voyez le front de taille. Bien. Alors, le front de taille. Alors, donc, quand vous êtes loin en avant du front de taille, ça veut donc dire que l'état de contrainte n'est pas perturbé. C'est là où donc nous disons que là, c'est donc l'état initial. Absolument. Alors, au fur et à mesure que la galerie est ouverte, voilà, vous voyez ici, alors on a à côté ici petit U. Petit U qui représente la convergence. Et vous voyez donc la convergence en réalité augmente du front de taille vers l'arrière, évidemment. Alors, donc, plus on évolue vers l'arrière, plus la convergence augmente. Et pour limiter cette convergence, on doit appliquer un soutènement. Parce que sinon, alors, la convergence là va évoluer alors de façon infinie. Et donc vous voyez que la distance D à partir du front de taille, à partir de laquelle on place le soutènement est donc déterminée. On va voir sa valeur tout à l'heure. Alors, immédiatement au front de taille, on a un déconfinement du terrain qui se traduit donc par un chargement PI. Alors, et loin en arrière du front de taille, on suppose que le terrain est déjà complètement déconfiné. Voilà. Alors, on va caractériser cette évolution par cette courbe-ci, par cette courbe lambda en fonction de x. Voilà. Alors donc, en avant du front de taille, là où le terrain n'est pas perturbé, lambda vaut 0. Ensuite, il y a une zone autour du front de taille où lambda évolue de 0 jusqu'à 1. Voilà. Et quand on est déjà loin, en arrière du front de taille, évidemment, lambda ne varie plus. On va voir ce que c'est que lambda tout à l'heure et donner son sens physique. Alors donc, vraiment, pour ce que nous devons faire, ce schéma-ci résume absolument l'essentiel de ce qu'on va donc appeler l'interaction entre la convergence et le confinement. Donc, s'il y a des questions à poser ici, je les attends parce que vraiment ça c'est le cœur de la leçon. Je répète donc, ici c'est une modélisation du creusement de tunnels en élévation. Tout le monde voit là le sens d'évolution du creusement. Nous partons de la gauche vers la droite. Loin à droite, c'est là où le terrain n'est pas perturbé. Et donc là, on va retrouver donc l'état initial de contrainte. Alors, autour du front de taille, nous avons donc la convergence, c'est-à-dire le déplacement, la réduction diamétrale du tunnel qui est modélisée par U. Et cette réduction est donc augmente au fur et à mesure qu'on va du front de taille vers l'arrière. Voilà. Et donc, pour limiter justement l'évolution de cette convergence, on soutient, donc on met donc un soutènement. D'accord? Mais le problème c'est que
Plus on est proche du front de taille, plus la charge est forte. Et donc, si vous mettez votre soutènement très très proche du front de taille, alors cette force PI va casser votre soutènement. Voilà. Donc là, il faut rechercher un équilibre entre la pose du soutènement pour limiter la convergence et le développement justement de cette convergence avec l'effort PI. Alors là, vraiment, je vais m'arrêter 1 minute pour voir s'il y a des questions et je dois y répondre. Parce que là, c'est vraiment le cœur de la leçon. Il faut que tout le monde comprenne cela. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez taper vos questions et puis celui qui a un bon micro va me les lire. Je voulais savoir exactement à quel niveau se situe la différence de convergence et confinement. La convergence est un déplacement. Le confinement, c'est une force. D'accord. La convergence ici, si vous regardez ce schéma-là, la convergence ici modélisée par petit u. Vous voyez, tout le monde voit u là? D'accord? Voilà. Et donc, maintenant, le confinement, c'est la force. Hein? Bon, ça dépend de si on regarde plutôt le terrain ou bien le tunnel. On peut parler de confinement ou bien de déconfinement. Hein? Du point de vue du terrain, c'est un déconfinement. Puisque vous enlevez la terre, donc vous enlevez la contrainte. D'accord? Et c'est ça justement ici qui est modélisé par PI. On va revenir ici, pour l'instant j'explique juste le phénomène physique. Maintenant on va revenir sur les équations dans la suite. Donc la convergence est un déplacement. Le confinement c'est plutôt une force. Voilà. Et donc, si on peut résumer, oui. Et quand on voit sur le graphe là, on a écrit là, massif complètement déconfiné. Absolument. On a déjà creusé ou bien? Absolument, c'est-à-dire qu'on a déjà creusé jusqu'à mettre le soutènement. Jusqu'à mettre le soutènement. Regardez bien sur le schéma. Regardez bien sur le schéma. Tout le monde voit le soutènement? Oui. Voilà. Donc le soutènement, ça veut donc dire que la galerie a déjà été creusée jusqu'à être soutenue. Bon, maintenant, il y a une portion entre la feuille du soutènement et le front de taille. Et vous voyez que là, il n'y a pas encore de soutènement. Voilà. D'accord. Pourquoi? On va bien expliquer ça tout à l'heure. Parce que à ce niveau-là, la force PI est encore trop forte. Et si vous mettez le soutènement à ce niveau-là, la force PI là va casser le soutènement. Ou bien alors il faudra dimensionner un soutènement trop important pour que ce soutènement supporte le confinement PI. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. D'accord. C'est pour ça donc que je dis que la méthode de convergence-confinement est une méthode analytique qui donne le déplacement de la paroi de la galerie, qu'on appelle donc convergence, en fonction du chargement du confinement. Justement, ce que, comme je répondais à votre question donc, tout à l'heure là, les hypothèses sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que on travaille en conditions de déformation plane, on travaille en isotropie, en déformation plane, et on suppose que notre galerie a toujours une forme cylindrique. Voilà. Et on considère toujours que le problème est isotrope, c'est-à-dire qu'on est en géostatique, c'est-à-dire que la contrainte verticale initiale est égale à la contrainte horizontale initiale. Absolument. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, nous allons donc
En arriver aux équations même, parce que là, j'ai présenté juste le phénomène de façon physique. Maintenant, nous allons traduire tout ça là en termes d'équations. Bien. Alors, donc, nous supposons cet état de contrainte-ci, c'est-à-dire que sigma V est égal à sigma H égale à sigma 0 égale à oméga fois H, où oméga est donc le poids volumique du sol. Et H, c'est donc la hauteur, hein, c'est ce qu'on va donc appeler la hauteur de couverture. On va appeler ça tout à l'heure la hauteur de couverture, c'est-à-dire la hauteur du sol qu'il y a entre la paroi de la galerie et la surface du sol. Absolument. Alors, bon, ici, on se met en état de contrainte bidimensionnelle, ça on l'a déjà dit, voilà. Première chose donc, on va donc introduire d'abord la notion de pression fictive en paroi. Voilà, la notion de pression fictive en paroi. Cette pression est supposée uniformément répartie, voilà, sur cette supposée uniformément répartie. Et donc c'est ça que nous avons noté tout à l'heure, PI. Hein? Cette pression est supposée uniformément répartie sur le pourtour de l'excavation, avec une valeur qui décroît par rapport à l'éloignement du front. Absolument. Donc c'est ce que nous disons. Donc ça veut donc dire que PI est très très fort quand nous sommes proches de la paroi. Et par contre PI diminue quand on s'éloigne du front de taille. Voilà. Ok? Alors, donc PI varie donc de sigma 0 jusqu'à 0, qui est considéré comme l'état de terrain confiné, entièrement déconfiné. Ça veut donc dire que quand le terrain est complètement déconfiné, c'est-à-dire là où nous avons déjà creusé le tunnel jusqu'à jusqu'à le soutenir, alors on suppose d'abord que la pression fictive est nulle. Et alors qu'au front de taille, loin en avant du front de taille, il vaut sigma 0. Voilà. Et il y a donc une distance D, d'accord, que nous avons montré sur le schéma précédent, pour lequel le PI varie. PI varie donc de sigma 0 jusqu'à 0. Absolument. Voilà, donc PI varie de sigma 0 à 0, qui est considéré comme l'état du terrain entièrement déconfiné. Absolument. Voilà. Et la variation de PI est pilotée par la distance X, qui permet de se situer par rapport au front de taille. Voilà. Au front de taille, X vaut 0. Et on pose alors que PI de X est égal à sigma 0, que multiplie 1 moins lambda X. Absolument. Voilà. Et lambda est appelé le taux de déconfinement du terrain. Et il caractérise l'état du massif à la cote X choisie. Alors donc là maintenant, où tout le monde a vu l'équation qui donne PI, je vais revenir sur la courbe. Donc je vais remonter à la page précédente. Voilà. Je vais remonter à cette page-ci. Voilà. Je vais remonter à la page précédente, voilà, pour voir, hein, pour que tout le monde voit ici. Voilà, d'accord. Donc là, vous voyez, donc ici, la courbe lambda en fonction de x. Voilà. Donc ça veut donc dire que ici, si vous êtes loin en arrière du front de taille, lambda vaut 1. Et si lambda vaut 1, PI vaut donc 0. Si vous êtes loin en avant du front de taille, lambda vaut 0. Et si lambda vaut 0, PI vaut sigma 0. Et maintenant, alors, il y a une zone autour du front de taille, là où on est en activité, où lambda varie entre 0 et 1. Et à ce moment-là, PI varie entre sigma 0 aussi et 0. Voilà. Voilà, je crois que là,
tout le monde comprend. En tout cas, s'il y a des questions, vous les posez au fur et à mesure. Oui, oui, question? Oui, prof, en observant ce que vous venez de dire à la figure, on a l'impression que X varie de 0 à D. Sur quelle figure? Au niveau de la figure de la page 20, là. Figure de la page 20. Je suis La à page page 19. c'est 10, page La figure sur laquelle vous êtes actuellement. Ah oui, oui, la page 20. Ok, attends, la page 20, oui. La page 20, la figure de la page 20. Alors, attends que je monte. Est-ce qu'il y a une figure à la page 20, monsieur? Page 19. À la page 19, oui. À la page 19, donc on revient à la page 19. Ok, d'accord. À la page 19, oui, vous dites? Non, X c'est la variable. X c'est la variable sur l'axe des abscisses. Et en ordonnée, on a plutôt lambda. Ça, c'est la courbe qui donne lambda en fonction de X. Lambda étant ce qu'on appelait donc tout à l'heure le taux de déconfinement du terrain. Donc X, c'est tout simplement la distance entre qui sépare le point où on travaille du front de taille. Donc à partir du front de taille, vous considérez des X positifs, mais en arrière du front de taille, là, vous considérez des X qui sont négatifs, quoi, en quelque sorte. Mais ici, ça n'a pas d'importance, puisque de toutes les façons, on s'occupe de la portion qui a déjà été creusée. On ne s'occupe pas de la portion qui n'a pas encore été creusée. D'accord. D'accord. Ok. Alors, donc là maintenant, est-ce que tout le monde a donc compris donc, la notion de pression fictive? Donc là, c'est vraiment donc, deux notions qui sont importantes. La notion de pression fictive et la notion de taux de déconfinement, c'est-à-dire lambda. Alors, donc là, vraiment, c'est deux choses importantes. Voilà. Donc, je reviens donc sur l'équation pour que tout le monde voit donc comment la pression fictive PI varie en fonction de X. D'accord? Donc c'est sigma 0 que multiplie 1 moins lambda X étant appelé le taux de déconfinement du terrain. Et c'est lui, c'est-à-dire lambda qui caractérise l'état du massif à la côté X. Voilà. Alors, le taux de déconfinement, lambda varie entre 0, loin en avant du front de taille, jusqu'à 1, loin en arrière du front de taille. Ça, on l'a déjà dit. Voilà. Loin en avant du front de taille, on dira que le terrain est dans l'état initial. Loin en arrière du front de taille, on dira que le massif est complètement déconfiné. Ça aussi, on l'a déjà dit. Alors, cette notion de pression fictive permet de considérer uniquement une tranche de terrain entre le front de taille et le point X étudié. Absolument. Voilà. Alors, maintenant on dit plusieurs auteurs ont proposé une expression justement pour caractériser. Donc ça, ce sont des formules empiriques, bien évidemment. D'accord? Pour caractériser ce taux de déconfinement. D'accord? Ça, ce sont des formules empiriques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut évaluer, comment on peut évaluer de façon concrète le taux de déconfinement. Et donc, voici cette formule-ci que nous avons retenue, à savoir que lambda x est égal à alpha plus 1 moins alpha, tout ça facteur de 1 moins entre crochet M0R sur M0R plus x, le tout pris au carré. Ici, alpha et M0 sont des constantes du modèle. D'accord, bon, c'est des modélisations, ce sont des modélisations empiriques. Donc, alpha et M0, ce sont des constantes du modèle. Alors, qu'on prend généralement entre 0,25 et 0,75. Tandis que R est le rayon, c'est le rayon de la galerie, c'est le rayon d'excavation. Voilà. Alors maintenant, on définit ce que je vais appeler la courbe de convergence. C'est la courbe qui donne la valeur du déplacement en paroi, c'est-à-dire la convergence, en fonction de la pression fictive PI, en l'absence de soutènement. C'est-à-dire sur la zone petit d que vous avez vu tout à l'heure sur le modèle. Voilà. Alors, c'est une courbe paramétrée par X et qui se donne dans le repère PIU.
Voilà. Alors, PIU. Voilà. Alors, donc, voici. Alors, tout le monde voit, donc, on va commenter donc la courbe de convergence. Donc, je donne PI en fonction de U. Voilà. En fonction de U. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde voit que quand U vaut 0, d'accord? Quand U vaut 0, d'accord? Oui? C'est bon? Vous dites quand U vaut 0, donc on a sigma 0 contre initial. On a, voilà, quand U vaut 0, voilà, la pression fictive vaut sigma 0. Puisque là, nous sommes exactement au front de taille. D'accord? D'accord. Voilà. Et maintenant, au fur et à mesure que U augmente, P diminue. D'accord? Voilà. Puisque P, lui, est maximum plutôt au front de taille. Et plus on rentre, plus P diminue. Bien. Alors maintenant, ici, il y a une phase élastique et une phase plastique. C'est-à-dire que ici, jusqu'à UIC, on considère qu'on est en élasticité. Et maintenant, de UIC jusqu'à U infini, on suppose qu'on est là en plasticité. D'accord? D'accord. Donc c'est pour ça donc on dit, sur la courbe de convergence, on peut distinguer deux phases. Une phase élastique et une phase plastique. Pour la phase élastique, U varie de 0 jusqu'à UIC. À ce moment-là, le terrain se déconfine progressivement. Voilà, de manière linéaire. Donc là, on est dans la phase élastique. Voilà. Alors, donc maintenant, si on prolonge cette droite, donc c'est là, hein, vous voyez donc là où on a mis des interrompus là, pour aller jusqu'à UE. D'accord? À partir de UIC, hein, le point PIC, UIC pour aller UE, voilà, c'est une extrapolation. Voilà. Alors, donc en prolongeant donc cette droite sur l'axe des abscisses, on obtient UE, qui est un déplacement pseudo-élastique. Voilà. Alors, une première approximation de UE est donnée par 1 plus nu que multiplie R sigma 0 sur E. Alors ça, c'est une formule classique hein, qui est connue en mécanique des milieux continus. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement hein, des cylindres. C'est-à-dire que si vous prenez un cylindre que vous chargez de façon uniforme à l'intérieur par sigma 0, voici le déplacement que vous obtenez. Donc ça, ce sont des formules vraiment classiques hein, de la mécanique des milieux continus pour le cas de l'élasticité. Voilà. Donc, ça, c'est donc ce qu'on va donc appeler la phase élastique. C'est-à-dire la phase linéaire. Alors maintenant, au-delà de la phase linéaire, de la phase élastique, évidemment, il y a la phase plastique. À ce moment-là, U va de UIC jusqu'à U infini. Voilà. Le terrain en paroi passe à un état de déformation irréversible, c'est-à-dire que sur la plasticité, et l'équation de cette droite est donnée par ça. Bon, voilà. Bon, ça c'est, par contre, un peu plus empirique. Parce que là, on est déjà en plasticité, donc il faut voir le modèle qu'on a pris en compte, ainsi de suite. Voilà, pour pouvoir déterminer cette portion de courbe-là. En tout cas, on a donc eu la valeur de U infini est donc donnée par ceci. Et Dans les documents. hein? Question? Aucune question. Bon, Oui, oui, désolé. oui. Je n'ai pas écouté la question. Rien à signaler, bon.
Ok, d'accord. Ok, alors cette formule-là, bon, je l'ai détaillée. Donc, il y a quatre coefficients. C1, C2, C3 et puis bêta. Pour le reste, ça a déjà été vu. Voici C1 qui est donné en fonction de nu, sigma 0 et H. H, je rappelle que c'est la hauteur de couverture. Non, ce n'est pas la hauteur de couverture ici, pardon, excusez-moi. Il y a la valeur de H après. Attention. Excusez-moi. Alors, il y a la valeur de H après. Tout ça, c'est donc les paramètres du modèle. Voilà la valeur de C2. Voilà. Voilà la valeur de C3. Voilà la valeur de bêta. Voilà la valeur de RP. Voilà. Voilà la valeur de KP. Et voilà la valeur de H. Voilà. Tout est défini. Ce sont des formules empiriques. Donc là, il ne faut pas me demander d'où ça sort. Bien, donc voilà ce qu'on va donc appeler la courbe de convergence. Donc la courbe de convergence donne la convergence justement en fonction de la pression fictive. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus on s'éloigne du front de taille, plus la pression fictive diminue. Plus on s'éloigne du front de taille, plus la convergence augmente. Du moins tant qu'on n'a pas encore mis de soutènement. Bien. Voilà PIC. Voilà. Alors, donc maintenant on fait quelques remarques. Pour tracer la courbe, on a besoin de PIC, qui est le seuil d'apparition de la plasticité. Absolument. Et pour trouver U infini, on applique ces formules-là avec PI égale à 0, évidemment, puisque U infini correspond au cas où le sol est déjà complètement déconfiné. Donc ça veut donc dire qu'à ce moment-là, la pression fictive est nulle. Voilà. Alors maintenant, pour le critère d'apparition de la plasticité, d'accord, donc voici le critère, donc F est égal à 2 sigma 0 sur RC. Voilà. Donc ça c'est le critère de plasticité. Donc, si F est inférieur à 1, on suppose qu'on est en élasticité et donc là, l'ouvrage est stable. Par contre, si F est supérieur à 1, on suppose qu'on est en plasticité. Alors là, il y a risque de rupture. Absolument. Donc, ce cours-là est vraiment très très bien détaillé. Donc, je crois que vraiment chacun peut même le lire seul. Et puis, on fait les TD. En tout cas, s'il y a n'importe quelle question, donc là, vous la posez et puis on essaye de regarder ensemble. Mais Monsieur Metsobnan, il a très bien pris ce cours-là et donc moi-même, ça me facilite vraiment la tâche. Alors, maintenant, on a pu la courbe de convergence. Maintenant, on passe à la courbe de confinement. Alors, pour l'exposé de la méthode, on a besoin d'une deuxième courbe qu'on appelle la courbe de confinement, puisque justement la méthode s'appelle la méthode de convergence-confinement. D'accord? Donc, je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'on cherche un équilibre entre les deux choses. D'accord? Si vous êtes au front de taille, vous avez une convergence qui est nulle. Bien. Maintenant, si vous vous éloignez trop du front de taille, sans mettre un confinement, alors vous risquez de casser. Parce que là, la convergence sera devenue très très importante. Alors par contre, quand vous êtes au front de taille, la pression fictive est max. Et donc, si vous mettez un soutènement très très proche du front de taille, ce confinement va casser votre soutènement. Donc, d'où la nécessité de voir donc un équilibre entre là où la pression n'est pas très très forte, donc là où votre soutènement peut supporter la pression, voilà, et donc pour que là vous ne puissiez pas casser votre soutènement. Bon, pour peut-être une première approche, bon, vous ne comprenez peut-être pas encore très bien, mais à force de répéter, ça va rentrer, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, donc, on a présenté la courbe de convergence, à présent, on présente celle de confinement.
Alors pour l'exposé donc de la méthode, on a besoin d'une deuxième courbe qu'on appelle donc la courbe de confinement. Alors, et en quoi elle consiste? La courbe de confinement caractérise le comportement du soutènement sous son chargement. Absolument. Le chargement du soutènement est purement radial. Et ce chargement, c'est justement la pression fictive. Absolument. Le chargement du soutènement, il s'agit donc d'une pression appliquée sur tout le pourtour extérieur de la structure. Alors, le calcul du déplacement radial US, alors on va voir ça sur la courbe. Alors, le calcul du déplacement radial US en fonction de la pression PS constitue donc la courbe de confinement. Voilà. Et donc, on va le voir immédiatement là. Voilà donc ce qu'on appelle donc ici la courbe de confinement. Donc, il s'agit d'un déplacement de confinement en quelque sorte en fonction de la pression de confinement PS. Voilà. Donc, comme pour la courbe de convergence, on peut distinguer deux phases, à savoir une phase élastique et une phase plastique. Bon, ici c'est plus simple puisque c'est juste une contrainte en fonction d'un déplacement. Donc, c'est un comportement élastoplastique parfait, simple, hein, que tout le monde connaît. Donc, la phase élastique ici, donc c'est la phase linéaire, et la phase plastique, c'est le plateau. Voilà. Pour la phase élastique, US varie entre 0 et US max, et pour la phase élastique, sigma est constant. Donc, on a le plateau, ce qu'on appelle le plateau plastique. Absolument. Alors, ce comportement est celui de l'anneau circulaire en béton, hein, d'accord, qui est projeté là pour constituer le soutènement. On se place dans l'hypothèse d'un tube épais, où R sur E est inférieur à 10. R étant le rayon du tunnel, E sont l'épaisseur de l'anneau, c'est-à-dire l'épaisseur de l'anneau qui va constituer le soutènement. Et ce comportement est donné par cela. PS est égal à US fois KS sur R. KS étant le module de rigidité normale de l'anneau. Absolument. Tandis que alors, là, il refuse de marcher. Alors voilà, tandis que donc KS, voilà, c'est le module de rigidité normale de l'anneau et donc qui est donné par cette formule-là. Voilà. Bon, on va faire des applications numériques lors des TD. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le comportement du confinement, hein, ou bien du soutènement, puisque c'est le soutènement qui est confiné, évidemment. Voilà. Donc, on donne PS dans la phase élastique, donc c'est US fois KS sur R, avec KS qui est égal à ça. C'est le module de rigidité normale de l'anneau. Alors, des questions jusque-là? Alors, dans cette formule, je crois RI c'est le rayon initial et R c'est le rayon final. Je crois que là, il y a un modèle dessus. Bien. Alors, voilà. Ici, RI, c'est justement, c'est le rayon de l'intrados. Voilà. OK. Le rayon de l'intrados. Et R, c'est le rayon du tunnel. Voilà. Donc, ça veut donc c'est ça. Donc, l'épaisseur de l'anneau, hein, c'est-à-dire du soutènement, est entre R et RI. Alors, la pression admissible maximale dans la cote du béton est donnée par sigma S max, qui est donnée de façon empirique par cette formule-là. Et ici, sigma B est la contrainte admissible du béton. Voilà. RI, comme on disait tout à l'heure, c'est le rayon de l'intrados, c'est R moins E. Voilà. Alors ça, c'était la phase élastique de la courbe
confinement. Maintenant, sur la phase plastique, donc c'est le plateau parfaitement plastique. Voilà. Bon, à ce moment-là, bon, c'est pas compliqué. À ce moment-là, U varie de façon infinie jusqu'à la rupture, et donc sigma est constant. D'accord? Ça, c'est le sens même de la plasticité. C'est-à-dire que la plasticité est une initialisation de la rupture. D'accord? À ce moment-là, on est sur le plateau, la contrainte ne varie plus, alors que le déplacement augmente de façon infinie. Alors maintenant, nous avons vu d'une part la convergence, d'autre part le confinement. Maintenant, on va associer les deux pour justement optimiser la méthode de convergence-confinement. Absolument. Alors maintenant, on va faire la synthèse entre les deux. Optimisation du soutènement. La courbe de convergence caractérise le comportement du massif rocheux. La courbe de confinement caractérise le comportement du soutènement. Voilà. On va coupler ces deux courbes pour étudier leur interaction, c'est-à-dire l'interaction entre le sol et la structure. La structure, c'est l'anneau. C'est l'anneau de béton qui constitue le soutènement. Voilà. Voilà. Et donc, il suffit de superposer les deux courbes, car la pression fictive PI qui caractérise le sol, justement correspond au chargement du soutènement. C'est ça qui fait le lien entre les deux phénomènes. C'est la pression fictive qui constitue le déconfinement du sol, c'est cette même pression fictive qui charge le soutènement. Et donc c'est ça qui fait le lien, d'accord, entre les deux phénomènes. Voilà. Ah, d'accord, c'est bon. Ok. Alors donc, nous allons donc coupler les deux, d'accord, pour optimiser le soutènement. Voilà. Donc, c'est PI qui caractérise donc le déconfinement du terrain, c'est ce même PI qui constitue le chargement pour le soutènement. Alors donc, néanmoins, ce couplage va faire intervenir une donnée supplémentaire, qui est le déplacement à la pose du soutènement. Voilà. Parce que comme vous voyez, on ne pose pas le soutènement directement au front de taille. On pose ce soutènement à une distance D. Parce que si on le pose très proche du front de taille, la forte pression fictive PI va le casser. Voilà. Donc, en effet, le soutènement n'est pas posé immédiatement au front de taille. Et encore moins dès les prémices du déconfinement. Alors, il est posé à une distance D. Alors, il est posé à une distance. Alors, attendez que je monte mon texte. Alors, voilà. Il est posé à quelques décimètres en arrière, alors que le terrain s'est déjà partiellement déconfiné. Voilà. Le déplacement à la pose du confinement est noté UD et correspond au taux de déconfinement lambda D. Voilà. Donc, ça veut dire que UD, c'est la convergence au moment où on pose le soutènement. Alors, en superposant les deux courbes, le point d'intersection donne le point d'équilibre entre le sol et la structure. Et donc, on va noter ce point-là, le point-là, P équilibre. Voilà, on va noter donc ce point-là, P équilibre. Alors, la courbe est donnée plus bas. Alors, je vais lire le texte, après on va recommenter la courbe. On va noter ce point-là, P1, le point P équilibre, U équilibre. La puissance de la méthode convergence-confinement repose donc sur cette représentation très simple. En jouant sur le paramètre UD, on peut optimiser le soutènement.
Un soutènement placé très près du front de taille sera chargé prématurément. C'est ce qu'on est en train de dire depuis. Hein, d'accord? Hein? Un soutènement placé très près du front de taille sera chargé prématurément et donc arrivera rapidement à la rupture. Tandis qu'un soutènement placé trop loin du front de taille n'aura aucun effet, puisqu'à ce moment-là, le terrain sera déjà complètement déconfiné. Voilà. Ok? Ou bien alors, la convergence aura déjà été tellement grande que le terrain se sera effondré. Voilà. Donc, voilà d'où donc cette notion d'équilibre. Et là maintenant, on va voir apparaître là, justement là, l'équilibre. Hein? Rappelons que le soutènement est là pour limiter la convergence. Et donc la superposition des deux courbes donne ceci. Voilà. Voilà. Voilà la courbe de convergence. Voici le point d'équilibre. Voilà. Et UD, un paramètre très très important, c'est-à-dire c'est le déplacement au moment où on pose le soutènement. Absolument. Parce que avant qu'on ne pose le soutènement, on a déjà eu une partie de la convergence. Donc c'est la convergence à la pose du soutènement. Et donc là, voilà le point d'équilibre. Bon, on va faire des TD dessus pour tracer ces courbes-là de façon assez détaillée, pour que tout le monde voit comment ça se fait. Voilà. Et donc, accessoirement, ça permet évidemment de dimensionner le soutènement, d'accord, qui va s'opposer à la pression fictive. Voilà. Alors, l'objectif final de la méthode est le dimensionnement du soutènement, c'est-à-dire lui donner une épaisseur qui correspond à l'équilibre mécanique. C'est ça. La pose du soutènement se fait à 2 ou 3 diamètres du front de taille. C'est pour ça qu'il dit 2 phi. Phi ici c'est le diamètre. 2 phi. Phi c'est le diamètre ici. D'accord? À 2 ou 3 diamètres du front de taille. Alors, en dehors de la méthode de convergence-confinement, on peut aussi utiliser d'autres méthodes numériques. Voilà, bon oui, on peut utiliser des méthodes numériques, comme par exemple la MEF, évidemment, pour dimensionner un tunnel comme celui-là, pour simuler le creusement de tunnels, notamment les éléments finis. Voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que on a vu des choses extrêmement importantes. Donc, j'espère que vous allez prendre, on peut prendre, après ça, je crois que c'est les TD, on peut prendre peut-être 2 jours pour regarder ça, et ensuite on vient pour les TD. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Tchenche. Oui? Je disais... Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Une question au niveau du déconfinement. Là. Oui. Vous avez dit qu'il y a une distance à laquelle on ne peut pas poser notre soutènement parce que ça va subir une charge. Une pression fictive très très forte. Parce que vous savez que la pression fictive est très très forte quand on est proche du front de taille. Donc il faut mettre cela à la distance D. Et donc empiriquement, on prend cette distance D là, 2 à 3 fois le diamètre du tunnel. Mais à la distance D, justement, la pression fictive est nulle. Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur Tchenche. Revenons à la diapo 19. Mais alors pas du tout, monsieur Tchenche. Mais alors pas du tout. Revenons à la diapo 19 pour que vous compreniez encore mieux. Revenons à la diapo 19. J'y suis déjà. Alors moi j'y arrive. Ok. Alors revenons à la diapo 19. Regardez bien. À la distance D, comment vous pouvez dire que U est nul, monsieur Tchenche? U est nul plutôt au front de taille et ne fait qu'augmenter. À la distance
Le front de taille ici est modélisé. Vous êtes à la diapo 19. Bon, vous voyez là où il y a le front de taille? Non, ma question n'a pas été bien. Ah d'accord, je vous écoute alors. Je pense que je dois repréciser ma question. Oui, oui. Voilà, je disais la chose suivante. Au niveau du front de taille, la pression fictive est élevée. Oui. Ce qui fait en sorte qu'on ne doit pas mettre le soutènement à ce niveau-là. On doit poser le distance D là où la pression fictive est nulle. Non. À la distance D, la pression fictive n'est pas nulle, monsieur Tchencho. À la distance D, la pression fictive n'est pas nulle. Mais la pression fictive est suffisamment basse pour que le soutènement puisse la supporter. D'accord? Ce n'est pas qu'elle est déjà... Elle n'est pas encore complète. Mais quand cette pression fictive est totalement basse, hein? Mais il y a une charge toujours de la poussée des terres au-dessus. Il y a toujours une charge PI au-dessus. Regardez la courbe qui est en bas là. Regardez la courbe qui est en bas là. Hein? Regardez la courbe qui est en bas là. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une certaine convergence au moment où on met le soutènement. C'est ça que nous avons appelé UD. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que à la distance D, la pression est déjà nulle. Non. La pression est nulle loin derrière. Loin derrière le front de taille. Mais pas à la distance D. Non, pas à la distance D. La distance D, c'est tout simplement la distance de pose du soutènement, qui correspond à la convergence UD. Tout simplement. Donc ça veut donc dire qu'à la limite, il faut aller à X égale à l'infini pour trouver une pression nulle, en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Justement, est-ce que quand la pression sera nulle, et quand la pression sera nulle, est-ce que la charge des terres au-dessus n'aura pas toujours une pression exercée? Mais non, puisque à ce moment-là, le soutènement a déjà repris ce qui était nécessaire d'être repris. Le soutènement est justement là pour reprendre la convergence. Hein? Le soutènement est là pour reprendre la convergence. Parce que si vous ne mettez pas le soutènement, puisque la convergence ne fait qu'augmenter, ben alors le terrain va s'écrouler. Oui. Hein? En fait, il ne faut plus vous occuper de ce qui est au-dessus. En fait, l'effet du creusement, on l'a déjà vu. Ce sont les courbes sigma R et sigma θ là. Hein? S'il n'y a pas de creusement, les contraintes ne varient pas. Et le sol est fixe. Hein? D'accord? S'il n'y a pas de creusement, il n'y a pas de concentration de contraintes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de convergence. Si on ne creuse pas, il n'y a pas de convergence. Il n'y a pas de pression fictive. Il n'y a rien. D'accord? Donc, c'est l'effet du creusement qui se traduit déjà par tout ça. Et la hauteur de couverture est déjà prise en compte dans le pays. Hein? Puisque vous voyez que la hauteur de couverture est dans sigma 0. Et sigma 0 est dans PI. Puisque PI part de sigma 0 jusqu'à 0. Est-ce que vous comprenez ça? Monsieur, avec un matériau qui fait le soutènement, avec un matériau, est-ce qu'on fait ce soutènement-là? Ah bon, en général, c'est du béton ou bien un composite béton-acier. Parfois, c'est du clouage. Donc, à ce niveau-là, il faut lire l'aspect technologique. L'aspect technologique que je vous ai fait envoyer là, sur le document de l'ENS de Cachan. Généralement, c'est du béton. Il peut être préfabriqué, il peut être injecté sur place, bon, il y a beaucoup de technologies là-bas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que vous preniez peut-être vraiment 1 ou 2 jours pour regarder tout ça, parce que ça, c'est vraiment le cœur de la leçon. Et ensuite, nous allons donc passer, on peut dire quoi? On peut donc sauter demain
Et on se voit plutôt mercredi pour traiter les premiers TD. C'est bon? C'est compris, monsieur. Donc on saute demain. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous les notez. On saute demain et puis, donc à partir de mercredi, on reprend donc à partir de la diapo, je crois c'est 26, là où on commence les TD. C'est la diapo 26, je crois, non? 27. La diapo 27, voilà, la diapo 27. 27. La diapo 27. On commence on commence les TD à partir, voilà, à partir de la diapo 27, absolument. Donc là, on va faire une application vraiment directe de la méthode de convergence confinement sur tout ce que nous avons dit là. Et là, on va vraiment aller doucement, doucement, que tout le monde comprenne les calculs et tout, et tout, et tout. Ok, c'est compris, monsieur. Ok, donc on dit rendez-vous donc mercredi 15h30. On saute la journée de demain. D'accord. Ok, allez, bonne soirée. Ok.